19 février 1991. C'est tout simplement terrifiant. Après toutes ces années, je peux dire que c'est terrifiant sans honte, mais sans peur. On est dans le suprême inconnu, I majuscule, une suprême porte, P majuscule, inconnue qui peut s'ouvrir sur... On ne sait pas si ça peut s'ouvrir. C'est tout à fait à l'extrémité de la mort, là où ce n'est plus possible, mais où c'est, en italique, quand même, où c'est, en italique, encore, si précairement. J'ai donc de nouveau essayé dans cette position allongée. Aujourd'hui, le phénomène était plus clair, entre guillemets, et plus intense. Oh. Je me demandais pourquoi, ainsi allongé, il n'y avait plus ce reflux d'en bas ou ce rebondissement, comme si on tamponnait du fer et ça rejaillissait. Alors j'ai compris aujourd'hui, pendant 45 minutes cet après-midi où j'ai vécu chaque seconde impossiblement, cette foudre, F majuscule, entre, descend avec chaque respiration. Et elle ne permet pas, en italique, le reflux d'en bas. Si bien qu'elle s'enfonce dans le corps à travers une densité de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus, à chaque respiration, à chaque seconde ou respiration. Une densité comme si la foudre s'empilait de plus en plus sur elle-même ou à travers cette résistance. On est comme une bombe vivante ou un explosif vivant fait de foudre hyper compressée. C'est tout à fait terrifiant à supporter. On est immobile comme une statue de foudre, les bras le long du corps, et alors on comprend qu'il faut une totale, en italique, immobilité. Le moindre mouvement ferait tout sauter. Et il faut serrer les dents de toutes ses forces. Même avaler sa salive est un danger. C'est une densité des majuscules éclatante et qui n'éclate pas ou qui s'apprête à éclater de seconde en seconde. Je n'ai jamais supporté pareille extrémité à travers toutes ces années, à moins que chaque jour ne soit une extrémité traversée. Au bout de 50 minutes, j'ai lentement diminué le rythme ou le débit de la respiration, puis j'ai bougé un peu les mains, puis lentement remonté les bras jusqu'à la poitrine, puis après de longues minutes, je me suis lentement redressé, assis au bord du lit. Et j'ai regardé Mère. Voilà tout. Un explosif vivant ou une bombe vivante dans laquelle ça s'empile et s'empile de plus en plus et de plus en plus. Et on est aussi dans une sorte de fièvre. Là-dedans, il y a seulement toi, et puis la vie, V majuscule, ou la mort. Mais une vie, V majuscule, inconnue. Jamais vécu une chose pareille. Pas un seul reflux d'en bas. Ça s'enfonce et ça s'enfonce à travers quoi? La mort? Les millénaires? Le refus de la terre? Des millions d'années de mort pétrifiée. Je suis allée m'allonger sur l'herbe. Il y avait juste la petite lune de Shiva au-dessus de ma tête, au zénith. Soir. C'est après l'opération que le reflux d'en bas commence et le déchirement et le pilonnage sans répit et la crampe de fer. Ce sont les heures difficiles parce que le corps est déjà très usé et ne sait plus supporter comme il faut.
Tous les mouvements deviennent une peine et un danger, et il ne peut pas s'arrêter de respirer. Point d'exclamation. Et pourtant, cette foudre, c'est le nectar divin même. Mais n'est-ce pas, c'est aussi le nectar divin qui forçait le poisson à asphyxier sur les sables pour lui faire connaître le jour de la terre. Et maintenant, c'est le prochain jour et la prochaine terre. Tous ces pirates du pétrole resteront sous les vieilles eaux. Le divin va lentement mais sûrement à son but de nectar, et par tous les moyens. Il n'y a pas d'autre but dans tous les univers et les millions de malheurs. Mais je reste quand même avec une sorte de point d'exclamation sur la meilleure manière de procéder. 20 février 1991. Ce matin, j'ai voulu reprendre la position de la bombe, si je puis dire, allongée, mais la foudre était si raide, en italique, si irrésistible et écrasante que j'ai dû arrêter au bout d'un quart d'heure. Les muscles ou ligaments qui rattachent le cou aux épaules, du côté droit surtout, étaient tendus à craquer. Ça pouvait casser comme une corde de violon et je serrais désespérément les dents pour ne pas laisser la foudre refluer. J'ai senti qu'il fallait arrêter. C'est cette inégalité d'écrasement à droite et à gauche qui fait toute ma difficulté. Et cette crampe de fer à droite. Je ne sais pas quoi faire. J'essaierai encore cet après-midi. Ou quoi ? Que faire ? Cette perpétuelle question. On est partagé entre la volonté de supporter n'importe quelle difficulté ou douleur et le désir, entre guillemets, ou quoi, de ne pas casser l'outil. Il faut être assez fou avec un minimum de rationalisme. C'est ce minimum qui est difficile à jauger. Bon, il ne faut pas casser avant le point voulu. C'est toute ma question. Et où est-il ce point ? C'est perpétuellement le point, et il échappe toujours. Point d'exclamation. Après-midi, même chose. J'ai tenu pendant 45 minutes, je ne sais pas comment, par la grâce de Dieu. Soir, tous mes gestes, mes mouvements deviennent tellement dangereux, périlleux et suppliciants ou déchirants. Que vais-je faire pratiquement ? Arranger mon feu, boire, manger, me lever, m'asseoir, tout, ô Seigneur. Tu as peut-être besoin de un homme pour faire ton changement. Alors, 22 février 1991, je m'aperçois ou me rends compte de plus en plus qu'il s'agit d'arriver à un nouveau type de matière. Eh bien, j'ai subi une telle agonie cet après-midi que je ne sais plus quoi faire, ni allongé, ni debout, ni d'aucune manière. Oh Ma, éclaire-moi. Il y a un harpon qui est planté là. 23 février 1991. Écrit à Robert Laffont, ma question. La difficulté mécanique, entre guillemets, d'hier ne s'est pas reproduite. J'avais probablement mal vissé ma bouche. C'est d'une importance capitale, c'est le cas de le dire. J'ai donc repris la position de la bombe, et la foudre s'empile et s'empile. C'est la statue de foudre, sans reflux. C'est sans doute cela le pilier des Védas. Les 10 premières minutes sont extrêmement difficiles.
Mais alors c'est comme une formidable fièvre dans le corps, on est comme une bouilloire, n'importe quoi peut arriver d'un moment à l'autre. Le tout est de tenir. Je crois que je suis dans le bon sens. J'ai donc mis 5 mois à comprendre la position que mère voulait me faire prendre. Ah, j'avais pensé que c'était une position de repos après le travail, point d'exclamation, pour laisser la foudre s'apaiser un peu, parce que je ne savais plus comment poser et fourrer mon corps après l'opération. Mais si j'avais compris plus tôt ce coup rejeté en arrière, je me serais épargné bien des supplices. Et Sri Aurobindo m'avait bien montré qu'il fallait visser la bouche avec une clé à molette, point d'exclamation, entre parenthèses. C'était plutôt une sorte de pince avec de longs manches nickelées, je la vois encore. La difficulté est que l'on ne peut pas rester en permanence dans cette position foudroyante. Il faut bouger, se mouvoir, faire des gestes, et la foudre ne s'arrête pas. Alors le déchirement est grand. C'est ce qui me fait dire que cette matière même doit changer sous l'action de cette foudre. Le fait physique, disait mère. Peut-être que cette bouilloire finira par faire fondre tout cela. L'ultimatum de Bush, citation de Sri Aurobindo, celui qui lancera une grenade entendra le tonnerre de la grenade, de sa grenade. Note de bas de page, voir Carnet d'une Apocalypse, tome 10, 30 décembre 1990. 24 février 1991. C'est un effort si surhumain. Je ne sais pas. Cet état de bombe qui serre les dents sur elle-même. Soir. Et alors, après le travail, ce déchaînement de foudre déchirant, chaque geste déchirant. Que vais-je faire ? Comment disait mère ? Il y a quelque chose qui proteste dans le corps et qui, en protestant, fait des dégâts. Ah, c'est toute l'anatomie qui proteste. C'est un enfer. Et de le dire n'arrange pas. C'est comme l'état du monde, je suppose. 25 février 1991. On a l'impression que cette foudre doit traverser une bombe corporelle de plus en plus compacte. Si on desserrait la bouche, tout refluerait d'un coup et la tête pourrait sauter. Il faut sauter par le bas, non par le haut. C'est en bas que ça doit casser ou quoi ? Pendant longtemps, quand je travaillais debout, je laissais un minimum de reflux se faire. Et alors cet air dense venait gonfler les épaules, rentrer le cou dans les épaules. C'est ce que j'appelais la collerette de cobra. Mais c'était une fausse manœuvre. Enfin, on fait la manœuvre, entre guillemets, que l'on peut sur le moment. Point d'exclamation. Mais maintenant, le soir et à midi, je ne peux même plus faire 50 pas dans mon jardin, dans cet état de bombe, sans tout déchirer. Alors je suis comme un infirme. Mère avait bien dit, il faut tout accepter, même l'apparence de l'infirmité. Ah, maintenant je comprends corporellement ce qu'elle voulait dire. Je ne peux même plus aller jusqu'au bout de l'allée du jardin, et tout est un problème. Je sais que c'est une apparence, mais pratiquement le fait est là. Oh, maintenant je me dis si souvent, qu'est-ce que nous comprenions tous de l'état de mère ? Qui pourrait comprendre cela ? Quand mère a marché jusqu'au balcon le 15 août 1973 pour ce dernier darshan,
C'était un sublime sacrifice. Quand on arrête, entre guillemets, l'opération, c'est une telle lutte de chaque seconde, avec chaque geste, chaque respiration. C'est le supplice perpétuel jusqu'à ce que j'arrive à m'endormir. Les Irakiens quittent Koweït, ô Seigneur. Est-ce que ce Frankenstein occidental va triompher, établir son New Order monstrueux? Ce serait la possession et la mesmérisation électronique complète du monde, la nuit étranglante. Il ne voit même pas que c'est monstrueux. Sri Aurobindo a dit « Un enfant viendra et la détruira. C'est le seul espoir. » Ce ne sont pas ces musulmans qui doivent triompher de cette horreur, c'est Dieu. C'est une horreur humaine. J'ai vu cet enfant jouer dans la chevelure de Sri Aurobindo comme un fleuve. The Hindu, 26 février. Des contrats pour les firmes américaines. Les Al-Sabah ont été les premiers à soutenir qu'il valait la peine de détruire le Koweït pour le récupérer. Les États-Unis étaient ravis. Déjà, mis en italique par Satprem, des compagnies américaines se sont appropriées 80% des contrats sur les premiers 900 millions de dollars de reconstruction. 27 février 1991. C'est chaque fois une terrible épreuve. On dirait que le corps devient de plus en plus brûlant et éclatant. Qu'est-ce qu'il va se passer? 28 février 1991. L'écrasement de feu. Je ne sais plus comment porter ce squelette déchirant. Et demain? Fin, entre guillemets, des hostilités. L'Irak abdique. Bulletin d'information de la BBC, 28 février. Le général Schwarzkopf a déclaré pour la première fois qu'un très grand nombre de soldats irakiens a été tué au cours de la guerre, des milliers et des milliers, ou peut-être beaucoup plus. 50 000 soldats irakiens ont été faits prisonniers. Citation. Les gardes de la République doivent être mis hors d'état de nuire. Schwarzkopf a parlé des atrocités indescriptibles au Koweït durant les dernières semaines et dit que les gens qui les ont perpétrées ne participent pas de la race humaine. Ces glorieux occidentaux vont se croire la super race humaine. C'est la civilisation de la mort. Il y a en moi un profond chagrin pour la terre. Mars. Chronologie des événements mondiaux. 2 mars, Sri Lanka. Le ministre de la Défense, Ranjan Vijayaratne, et plus de 20 personnes sont tuées dans un attentat à Colombo. 3 mars, Irak. Le ministre des Affaires étrangères, Tariq Aziz, accepte les conditions fixées par le Conseil de sécurité de l'ONU. 4 mars, Irak. Des troubles éclatent dans plusieurs villes et dans la région kurde, Thaïlande. De graves affrontements opposent des soldats thaïlandais à des réfugiés indo-chinois dans le camp de Phanat Nakhon. 5 mars, Irak. Les insurgés chiites contrôlent plusieurs villes dans le sud du pays, Éthiopie. Les rebelles érythréens et tigréens lancent une nouvelle offensive. 6 mars, Inde. Le Premier ministre Chandrasekhar
annonce la démission de son gouvernement. 8 mars, Belgique. Dans le village de Saint-Joseph-Orient, près d'Anvers, la radioactivité est 20 fois supérieure à la normale. 55 000 tonnes de déchets radioactifs y auraient été stockés entre 1920 et 1970. 9 mars, Irak. L'Organisation de l'Action islamique d'Irak affirme que les forces populaires ont occupé Bassora, la deuxième ville du pays. 10 mars, USA. Les pays de la région du Golfe ont commandé des armes américaines pour un montant de 18 milliards de dollars. URSS. Devant 300 000 manifestants à Moscou, le président de la Russie, Boris Eltsine, appelle à la création d'un nouveau parti. 13 mars, Malawi. Des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles font au moins 500 morts. 14 mars, Koweït. L'émir Sheikh Jabel al-Hamad al-Sabah rentre dans son pays libéré. 15 mars, Yougoslavie. Le président de la direction collégiale de la Fédération yougoslave, Borisav Jovic, annonce sa démission de cet organisme. Liban. L'aviation israélienne attaque des bases palestiniennes dans la Bekaa. 16 mars, Yougoslavie. Le président serbe Slobodan Milosevic ne reconnaît plus les décisions de la présidence collégiale, durcissant ainsi la crise politique. 17 mars, Inde. 27 extrémistes sikhs sont tués au Pendjab par les forces de sécurité. 21 mars, Soudan. Le nouveau code pénal fondé sur la charia, la loi islamique, prévoit, outre la peine de mort, l'amputation, la lapidation, la flagellation et la crucifixion. 22 mars, Irak. Le Parti démocratique du Kurdistan affirme que le Kurdistan irakien est libéré à 95%. Le président Saddam Hussein décrète le couvre-feu à Bagdad, à la suite de manifestations contre son régime. 26 mars, Irak. L'armée a repris le contrôle des villes du sud contrôlées par les chiites. 27 mars, Yougoslavie. Environ 30 000 personnes réclament à Belgrade la démission du président de Serbie, Slobodan Milosevic, et de son gouvernement. 28 mars, URSS. Le président Mikhail Gorbatchev propose d'accélérer la signature d'un traité de l'Union qui laisserait aux indépendantistes la possibilité d'avoir des rapports d'État à État avec la nouvelle fédération. Des dizaines de milliers de manifestants soutiennent à Moscou le président du Parlement russe, Boris Eltsine. Espagne. 11 000 tonnes de déchets industriels chargés de mercure provenant du monde entier et qui devaient être recyclés dans une usine qui n'a jamais vu le jour, vont être enfouis dans une mine. 29 mars, Inde. Le pays est confronté, pour la première fois de son histoire, à une crise de liquidité qui l'oblige à solliciter une aide immédiate des pays donneurs. 1er mars 1991. The Hindu, 1er mars. Citation. Mesdames et messieurs, nous étions à 240 km de Bagdad et il n'y avait rien entre Bagdad et nous, a déclaré Schwarzkopf, le commandant de l'opération Tempête du désert. Il a ajouté que la coalition n'avait jamais eu l'intention ou voulu conquérir l'Irak. Il s'est exprimé dans une réunion d'information au cours de laquelle il a brossé un tableau d'ensemble de la guerre du Golfe depuis le regroupement des Alliés au mois d'août jusqu'aux combats qui continuaient à faire rage mercredi dans l'est de l'Irak. Il a exprimé toute son indignation devant les rapports sur les atrocités irakiennes au Koweït, disant qu'elles avaient été commises par des soldats qui mis en italique par Satprem, ne faisaient pas partie de la même race humaine, comme le reste d'entre nous. The Hindu, 1er mars. Extrait. La plus belle des heures de popularité du dictateur irakien a été celle qui, dans un masochisme étrange, soumettait le peuple d'une grande nation
à près de 50 000 tonnes d'explosifs pendant 40 jours. Il a défié les, citation, couards corrompus en les invitant à venir se battre sur le terrain. The Hindu, 1er mars. Relancer le projet de guerre des étoiles. Washington, 27 février. La guerre du Golfe n'est pas encore terminée, que 2 armes employées dans cette guerre sont déjà devenues célèbres. L'une est l'antimissile Patriot, destiné à l'origine à être une arme anti-aérienne qui a détruit la plupart des Scuds. La seconde est la bombe guidée laser qui fournit, citation, une précision à moindre frais. Il y en a d'autres, comme le missile de croisière Tomahawk, mais le Patriot et la bombe laser, mis en italique par Satprem, ils les éclipsent toutes dans l'imagination du public. Le succès du Patriot a relancé le projet de la guerre des étoiles. Après la performance de ce missile relativement peu sophistiqué contre les Scuds, plus personne n'ose dire que les armes de la guerre des étoiles ne marcheront pas. Pour cette raison, on s'attend à ce que toutes les armes de haute technologie reçoivent un gros coup de relance grâce à la guerre du Golfe, mise en italique par Satprem, presque sans considération pour leur coût, car on croit que ces armes ont le mérite de garantir un nombre de victimes incroyablement faible du côté américain. Les attaques aériennes utilisant des armes guidées par des systèmes de précision sur de petites cibles définies avec exactitude, écrit un analyste, semblent annoncer une nouvelle ère dans la façon de faire la guerre, où l'habileté au tir compte plus que le bombardement en masse. La bombe guidée laser a été utilisée dans la guerre du Golfe même pour des emplois qui n'étaient pas prévus, à savoir un hélicoptère ennemi en vol. En manque d'artillerie ou de missiles, au retour d'un assaut sur des chars de combat irakiens, un bombardier F-111 a utilisé la seule arme dont il disposait, une bombe guidée laser destinée à des cibles terrestres. Il l'a dirigée sur l'hélicoptère ennemi et l'a fait voler en éclats. Des rapports qui ont été rendus publics démontrent n'importe quelle bombe, toute bête, entre guillemets, peut être transformée en une bombe guidée laser grâce à un kit de conversion. Un détecteur laser, un système de guidage par ordinateur et des pistons à gaz pour la direction sont intégrés dans le nez. De courtes ailes épaisses se déploient depuis la queue. Fin de l'article. 2 mars 1991. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée. J'étais raide sur mon lit et traversée par la foudre. Se donner, cela veut dire se donner. 4 mars 1991. Il est évident que cette foudre pourrait détruire complètement l'être humain, le faire éclater en miettes. Si elle ne le fait pas, jusqu'à présent, si cela ne se produit pas, si on la supporte, cela veut dire évidemment qu'elle cherche un nouveau moyen d'être ou une nouvelle formule d'être. C'est à nous, non pas de trouver la formule, mais de devenir, en italique, la formule, de la rendre vivable et ambulatoire sur la Terre. C'est l'histoire de tous les passages ou toutes les transitions d'une espèce à une autre. Cela me paraît logique, entre guillemets. Il faut que ce nouveau logos s'établisse normalement sur la Terre, comme les singes sur 2 pattes. Cette foudre est, en italique, la formule même, comme l'oxygène plus azote plus argon. À partir du moment où le milieu existe, l'être capable de respirer ce milieu devient nécessairement. Le tout est de faire la première jonction avec ce milieu,
C'est ce que Sri Aurobindo et Mère ont fait. Il y a des accidents en route, mais cela ne change rien à la formule. Si l'on cherche à comprendre ou à spéculer sur ce que pourrait être l'être de cette nouvelle formule, on se trompe autant que le petit poisson qui chercherait à spéculer sur la libellule. Tout ce que je sais, c'est que les savants et les papes sont parfaitement ridicules, également ridicules. D'ailleurs, je me souviens, Sri Aurobindo disait bien que le but cherché était d'établir le pouvoir supramental sur la terre d'une façon normale, mis en italique par Satprem, comme l'est aujourd'hui le pouvoir mental parmi les hommes. Le pouvoir supramental, eh bien, soir. Cette crampe infernale me suivra donc jusqu'au bout. Je lui dis, je ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Et je dis au Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de te laisser faire ce que tu veux en dépit de tout. J'essaie désespérément. Ce soir, Sujata a compris qu'elle ne comprenait pas pourquoi je continue cette tapasya, a compris ce qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi je continue cette tapasya concentrée maintenant que la foudre est constante? Je lui avais répondu autrefois, il faut que ça passe sans obstruction. Mais elle n'avait pas accepté ma réponse. Maintenant, elle me dit, j'ai compris pourquoi vous continuez cette tapasya. C'est pour arriver à la chaleur voulue. Cela me rassure tellement qu'elle ait compris la vraie raison. C'est donc que je procède comme il faut, en dépit de toutes les crampes de fer. Il faut arriver à la chaleur d'Agni voulue pour faire fondre cette ferraille anatomique. Les Occidentaux sont soulagés. Ils vont pouvoir bouffer en paix et continuer leurs petites affaires. Mais reconstruire ce qu'ils ont détruit, c'est du bon business. On fait la guerre pour avoir la paix. Et naturellement, on fait la paix pour avoir une nouvelle guerre profitable et antidéficitaire. Mais j'attends le tonnerre de Sri Aurobindo. Indian Express, 3 mars. La guerre pour le pétrole. Moscou, 1er mars. Pour les Américains, le butin de la guerre du Golfe pourrait bien être le contrôle sur une valeur de 3 000 milliards de dollars de pétrole. La somme est 100 fois plus élevée que les estimations des dépenses de guerre de Washington, selon Novosti. Les sources du ministère de la Défense soviétique sont d'avis que le principal but des Américains dans le Golfe était de mettre la main sur la région sud très pétrolifère de l'Irak. Toujours selon ces sources, si, pour conséquence de la victoire, les Américains prennent le contrôle de la moitié des gisements de pétrole de l'Irak et du Koweït, dont les réserves se montent à environ 200 milliards de barils, les gains des États-Unis pourraient s'élever au cours actuel du pétrole à quelque chose comme 3 000 milliards de dollars.